Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette nouvelle session de webinaire. J'espère que vous allez toutes et tous bien en cette période. Il est 14h30, on va patienter une petite minute ou deux, le temps de laisser à tout le monde la possibilité de se connecter. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, me confirmer par écrit que vous voyez mon écran et que vous m'entendez, s'il vous plaît? Tout est OK. Merci Alain, qui a l'habitude d'utiliser cette plateforme. Alors, merci beaucoup pour tous vos retours, c'est super. Pour cette session, vous étiez près de 90 à vous inscrire, donc manifestement, c'est un thème qui vous a intéressé. Si vous avez d'autres collègues dans votre société, dans vos entourages professionnels qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous aurez bien évidemment tous les documents que Julien va vous présenter et la vidéo du replay sera disponible aussi rapidement. Donc voilà, on va patienter encore une toute petite minute et on démarrera. Alors, merci d'avoir patienté. On va démarrer. Je vais laisser la main du coup à Julien Trouillet, donc ingénieur produit application chez nous, qui va vous faire cette présentation du coup sur l'intégration des outils d'Enphos dans l'univers TIA Portal. Bien, bonjour à tous. Bienvenue à vous tous, à vous toutes et à vous tous, pardon. Merci de votre présence pour ce webinaire du jour. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous présenter le sujet du jour, donc qui, comme son nom l'indique, c'est le Tool Calling Interface. Donc en fait, c'est l'intégration des variateurs d'Enphos au sein du monde TIA Portal, et plus spécifiquement l'intégration du logiciel de programmation MCT10 au sein du logiciel de programmation TIA Portal de chez Siemens. Voilà. Donc, avant toute chose, je veux me présenter. Donc, Julien Trouillet, chez Danfoss depuis 2010, et je fais partie de la cellule produit application. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous fais cette présentation. Donc, le timing, on a 1 heure devant nous ensemble. Ça va se passer en 3 parties. Donc, la première, c'est une petite présentation PowerPoint que je veux vous défiler, qui fait 5 ou 6 slides, voilà, pour un peu vous expliquer le concept du TCI. Ensuite, je me baserai sur un guide d'application, qui est le guide d'application qui reprend les bases et comment vient-on intégrer les variateurs d'Enphos au sein du logiciel TIA Portal. Donc ça, je le passerai assez rapidement, puisqu'après, ça nous amènera à la 3e partie, où je vous ferai la présentation en direct sur le logiciel TIA Portal, avec la démonstration de l'intégration des variateurs et du logiciel MCT10. Voilà. Donc si vous avez des questions, pardon, n'hésitez pas à les poser. Il y a peut-être un petit décalage entre vos questions, le moment où on récupère l'information, la question.
Donc, on laissera un moment dans la présentation, il y aura une possibilité, un petit temps pour poser vos questions. On vous ouvrira les micros et n'hésitez pas. Et également, si vous voulez passer par la messagerie, il n'y a vraiment aucun souci non plus. Antoine se chargera de me faire le relais des questions. Bien, donc, TCI, donc Tool Calling Interface. Donc ça, c'est, voilà, je commence. L'introduction. Donc, ce qu'on appelle le TCI, donc le Tool Calling Interface. Donc, en fait, c'est un outil logiciel qui permet de faire l'interface entre, voilà, ici l'outil d'ingénierie, donc qui est dans notre cas le logiciel TIA Portal, ou Stepset également, ça marche également sur le Stepset. Et ça fait la passerelle avec l'outil de paramétrage externe qui, chez nous, est le MCT10. Donc, le logiciel MCT10 pour programmer les variateurs d'Enphos. Voilà, donc le TCI, c'est le nom global, générique qui est donné pour faire l'interface de ces deux logiciels. Donc, le principe, il est simple, c'est l'exécution du logiciel MCT10 à partir de TIA Portal. Aujourd'hui, le but est de n'avoir qu'un seul outil de programmation, donc l'outil Siemens, sur lequel on vient programmer son automate, et de pouvoir, à partir de cet outil, venir exécuter le logiciel MCT10. Donc, on vient encapsuler MCT10 au sein du logiciel TIA Portal. Donc, les avantages, ils sont nombreux, bien évidemment, vous en doutez. On a toutes les données qui sont au sein d'un seul et même projet TIA Portal, donc une seule sauvegarde, un seul projet. Toutes les données sont répertoriées et rassemblées au sein de ce projet. Pas de risque de sélection de mauvais fichiers MCT10. Naturellement, si vous venez télécharger et enregistrer le projet MCT10 en question, quand vous l'ouvrez, ce sera celui présent et pas un autre. Pas d'erreur de se tromper de fichier. Correspondance exacte entre la partie hard, automate et le logiciel, donc les variateurs MCT10. On appelle MCT10 au travers du logiciel TIA Portal, donc c'est ce que j'expliquais. Un seul outil dans lequel on vient programmer et l'automate et on a le paramétrage des variateurs d'Enphos. Et enfin, tout ça nous amène inéluctablement à réduire les erreurs de programmation, de choix de logiciel, et ainsi de suite. Voilà pour l'introduction et pour le but de ce qu'on appelle TCI. Donc les intérêts, évidemment, très intéressants, sont répertoriés ici. Donc les trois intérêts principaux. Le premier, qui est l'accès à distance des variateurs au travers le TIA Portal, donc ce qu'on appelle également le Remote Access. Donc ça, c'est un argument non négligeable. Ça vous permet à distance de pouvoir prendre la main sur le logiciel. Généralement, c'est ce qui est fait, ce qui est généralement mis en place chez les utilisateurs finaux avec des passerelles. Ça peut être des one, ça peut être différents types de passerelles qui vous permettent de prendre la main sur le logiciel et donc sur l'automate. Et à partir du moment où vous avez la main sur l'automate, vous pouvez venir accéder à travers l'automate au logiciel MCT10 et donc aux paramètres variateurs. Donc ça, pour de l'accès à distance, c'est relativement bien fait. Deuxième intérêt, c'est le logiciel MCT10. Si vous le connaissez, c'est le logiciel unique pour programmer les variateurs de la marque VLT chez Danfoss. Vous le connaissez, donc il n'y a pas à réapprendre un nouveau logiciel ou une nouvelle interface. Donc ça, c'est de l'acquis. Il n'y a pas de formation supplémentaire à connaître ni à recevoir. Voilà, donc avec différents types de licences, hein, sur le logiciel MCT10, pardon, il y a des licences gratuites, des licences avancées. La licence gratuite suffit. Et puis enfin, le dernier point, c'est la duplication des paramétrages variateurs. Donc j'ai marqué projet neuf ou SAV, donc ça peut très bien servir pour des constructeurs qui font du répétitif. Une fois que le projet MCT10 a été encapsulé au sein du projet TIA Portal, vous n'avez plus qu'à faire des copier-coller et les paramètres variateurs suivent. Donc pour du projet neuf et de la répétabilité, l'intérêt est très grand. Et puis pour le SAV, également un énorme intérêt. Si vous avez un logiciel qui vient, un variateur qui vient à défaillir, ça peut arriver, vous en sortez un autre de la boîte, vous le mettez en lieu et place, et de là, par du remote access, par exemple, des experts ou des gens qui viennent faire la programmation d'automate, vous pouvez prendre la main à distance et puis venir réinjecter les paramètres du variateur dans le nouveau qui a été mis en place et repartir pour faire la production. Voilà, donc les intérêts sont multiples et bien présents. Alors, les prérequis. Donc, ça, c'est ce qu'il faut au minimum comme configuration matérielle sur vos produits. Donc, le TIA Portal en version 14 minimum. On ne supporte pas les versions précédentes. Hein. Aujourd'hui, on doit être à la V16, peut-être, ou 17, je ne sais pas. Et puis également compatible Stepset avec la V5.6 minimum. Voilà, ça, c'est côté Siemens. Et côté Danfoss, il vous faut le MCT10 de 4.20 minimum, sachant qu'aujourd'hui, la version du MCT10, c'est à 5.20. Donc, je vous invite très fortement à toujours utiliser la dernière version à jour, donc disponible sur le site internet de Danfoss. Et puis, bien évidemment, ce qu'il faut, c'est récupérer tous les fichiers GSDML
des produits d'Enphos que vous insérez au sein du logiciel MCT10, que ce soit des FC 100, 200, 300, FC 280 également. Il faut récupérer les fichiers. Donc, je vous ai mis ici le lien pour venir télécharger les fichiers sur le site internet. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il vous faut au minimum pour faire fonctionner l'ensemble du matériel. Voilà, la mise en œuvre. Donc là, j'ai juste fait quelques petites impressions écran de ce qu'on pourra retrouver sur la présentation que je vous ferai en direct. Hein, voilà, donc là, on reconnaît TIA Portal, on voit qu'il y a un onglet qui nous permet d'ouvrir le MCT10. C'est juste des impressions écran. On fera tout à l'heure la mise en œuvre par l'application avec le matériel. Vous verrez comment ça s'articule. Un petit rappel sur les documentations disponibles. Donc aujourd'hui, comme vous utilisez du matériel Profinet sur du Danfoss, il y a différentes documentations dispo. Donc il y a le guide d'installation qui est livré avec la carte ou avec le variateur dans le carton, hein, donc le Profinet, la MCA 120. Il y a également un guide d'application. Donc c'est celui-ci que je vais vous présenter après cette présentation pour vous décrire un petit peu les différentes étapes pour mettre en place ce dont on vient de parler. Et puis le dernier point, voilà, c'est tout ce qui est bloc de fonctions. On a une librairie qui nous permet d'insérer des blocs de fonctions au sein du logiciel TIA Portal. Ce n'est pas le sujet du jour, mais sachez que la documentation existe et que la librairie existe. On verra pendant également un moment lors de la présentation, j'ouvrirai la documentation pour vous montrer un petit peu quels sont les différents blocs disponibles pour la communication Profinet. Voilà, et puis ça, c'est le banc de démo qu'on va utiliser pour aujourd'hui. Hein, donc, aujourd'hui, je suis équipé d'un ordinateur avec le logiciel TIA Portal. On va travailler avec une CPU Siemens, donc une S7-1200. Et puis, on passera par l'intermédiaire d'un switch sur deux variateurs qui seront connectés entre eux en ligne par la communication Profinet. Voilà, donc ça, c'est la configuration que je vous propose, sur laquelle on va travailler aujourd'hui et sur laquelle je vous fais la présentation ce jour. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer sur la deuxième partie. Donc, ça va être je vais ouvrir le guide d'application. On va le suivre rapidement et puis après, on passera sur la partie pratique. Voilà, le guide d'application. Donc, à savoir que chez Danfoss, les guides d'application sont faits au fur et à mesure que de nouvelles applications, de nouvelles demandes arrivent. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous avons une base de données qui regroupe entre 2 et 300 guides d'application. Donc à chaque application, on est capable de vous faire un guide pour en fait vous montrer les principaux paramètres à modifier, à mettre en œuvre pour que ça puisse correspondre à votre application. Donc on a ça sur toutes les gammes de variateurs, 100, 200, 300, 280, 51, 101, 103, tout ce qu'on veut sur la gamme VLT, mais également sur les périphériques, comme ici la communication. Donc on a un guide d'application sur le Profinet, celui qu'on va détailler aussi aujourd'hui. On a également la même chose sur l'Ethernet IP, sur du Modbus TCP, du Profibus. Voilà. Tout ce qui est communication de manière générale, on fait des guides d'application pour intégrer de manière simple les produits d'Enphos au sein des différentes marques d'automates. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le bus de terrain Profinet avec l'intégration du MCT10 dans le logiciel TIA Portal. Voilà, donc je vais passer rapidement d'accord sur les différentes pages. Encore une fois, vous voyez, c'est un guide d'application qui fait 35 pages. Sur 35 pages, il y a une trentaine de pages où ce ne sont que des photos et des impressions écran. Donc très facile à comprendre, très facile à suivre. Mieux vaut des impressions écran que du texte, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc c'est pour ça que les pages aussi sont un peu plus nombreuses que sur les guides d'application qui font généralement entre 10 et 15 pages. Voilà. Donc une première partie où on explique un petit peu le montage, le câblage, hein, différentes cartes de communication sur de l'IP20, sur de l'IP55, également sur des puissances un petit peu plus fortes. Voilà, les différentes topologies qu'on peut retrouver. Donc les topologies étoiles. Hein, étoile, c'est je pars d'un automate, j'arrive sur un switch, et ensuite je viens distribuer sur mes différents produits, ce qui fait une configuration étoile. On a également la possibilité d'avoir une configuration en ligne ici. Donc là, je passe par un switch ou pas, je peux sortir directement de mon automate, venir attaquer mon premier variateur, pour ensuite venir chaîner tous mes variateurs suivants, puisque chaque carte de communication Profinet sur nos produits sont dotées à chacun de 2 ports RJ45, ce qui fait que le chaînage est possible. Et puis la dernière configuration, c'est la configuration ado, où là on part d'un switch intelligence, un manager, qui vient attaquer tous les variateurs en chaîne et on vient reboucler pour faire un anneau. Donc le gros avantage de l'anneau, c'est de la redondance. Si jamais je viens perdre un des variateurs,
j'ai ma communication qui se fait de part et d'autre pour venir continuer à assurer le service et le fonctionnement. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, quand vous commandez un variateur d'Enphos VLT avec les cartes MCA 120 Profinet, vous avez n'importe quelle des configurations disponibles. L'anneau n'est pas une option. L'anneau est inclus en natif dans la carte option. Un petit descriptif de la carte Profinet, vous l'avez ici. Donc la carte Profinet, voilà comment elle se présente avec les deux ports RJ45 en haut. Donc le support de la technologie anneau qu'on appelle MRP en Profinet. On a également possibilité d'avoir des deep switch sur les cartes Profinet. Donc ces deep switch sont là pour pouvoir donner un nom à la carte Profinet si besoin. Nous, dans notre exemple, on ne va pas s'en servir, le nom sera directement donné de par l'automate. Mais il est possible de venir forcer le nom, parce qu'il faut un nom d'hôte sur un réseau Profinet, directement via des jeux de commutateurs et donc de donner un identifiant unique sur le réseau Profinet. Voilà, c'est une des possibilités. Voilà, et puis après, on rentre un peu dans le vif du sujet, où je viens expliquer dans une première partie comment on configure le réseau Profinet via le logiciel, ici sur le poste que j'ai, TIA Portal V15, mais qui est bien évidemment compatible avec le V16 et les versions suivantes. Voilà, donc bon, on ne va pas tout décrire, tout faire, enfin vérifier toutes les pages, mais là, voilà, je viens montrer comment on crée un projet et surtout comment on vient insérer les fichiers GSD au sein du logiciel, puisque c'est obligatoire de venir insérer un fichier GSD au sein du logiciel pour pouvoir communiquer avec les produits d'Enphos. Voilà, donc pour différentes impressions écran, d'accord, à chaque fois que je cliquais sur un bouton, je venais faire des impressions écran. Il suffit de suivre, c'est vraiment très simple, c'est très bien fait, vous suivez. Là, ici, c'est comment intégrer les fichiers GSD. Voyez, on va cliquer sur les outils, hop, on choisit son fichier GSD, on fait OK, terminé, paf, tout est chargé dans l'automate, tout est fait de manière relativement simple, tout est décrit ici. Donc ça, cette première étape, c'est comment télécharger encore une fois les fichiers GSD. Voilà. Ici, on les charge, et là, tout s'est bien passé, on a tout chargé. Je passe rapidement, encore une fois, ce sont des impressions écran. Voilà, et après on arrive à la seconde partie où on vient déclarer l'automate avec lequel on travaille. Donc encore une fois, pour mon exemple ici, j'avais une CPU 1214 avec deux variateurs, c'est celui qu'il y a sur le banc de démo, un FC202 et un FC302. Donc voilà, j'explique un petit peu l'automate, on vient lui figer une adresse IP, c'est la première étape. Ensuite, on vient détecter les abonnés, donc c'est tous les produits Profinet présents sur le réseau pour venir identifier la CPU. Bon, tout ce que j'explique là, ce sera fait tout à l'heure en réel pendant la présentation. Donc, je passe encore une fois rapidement. Donc, affecter les différentes adresses IP, venir chercher les deux variateurs, donc FC102 et FC302, donc des fameux fichiers GSD que je viens insérer dans l'architecture réseau. Voilà, je les relie bien évidemment à la CPU pour avoir ici la communication Profinet. Je viens changer des noms. Je viens définir ici des adresses IP. Hop, hop, ici. Je viens choisir également le type de communication et le nombre de mots que je souhaite échanger entre mon automate et mon variateur. Très important, en fonction du nombre d'échanges, on vient choisir ce qu'on appelle des PPO. Donc, il y en a 8 en tout qui sont ici, de 1 à 8, et puis qui définissent le nombre de mots d'échange que l'on souhaite avoir entre l'automate et le variateur. Donc, je viens les choisir, tac, comme si j'en choisis 3, c'est ici. Voilà. Et puis après, j'explique comment on vient se mettre en ligne, comment on vient reconnaître les différents produits sur le réseau, avec des possibilités de faire clignoter des LED, on le verra sur le variateur, pour être capable de reconnaître qui je suis en train de m'interroger et à quelle adresse IP je mets sur quel produit. J'affecte des noms, voilà, bien évidemment, il y a tous les noms qui apparaissent ici dans les abonnés, on verra ça encore une fois quand on sera en ligne, je passe rapidement, mais on le fera plus calmement tout à l'heure. Et puis après, une fois que j'ai tout défini, je viens tout charger dans mon automate, ma configuration matériel de l'automate et des variateurs. Voilà, bien chargé, tac, tac, tac. Voilà, et une fois que tout est fait, que tout est bien chargé, on arrive à voir nos variateurs ici avec des LED qui apparaissent sur les variateurs qui correspondent aux LED de communication ici. Et une fois qu'elles sont figées, vertes figées, ça veut dire que la communication est établie. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a une autre partie qui correspond à la définition des PCD et des échanges. Celle-ci, je ne veux pas la faire en démonstration, je la passe rapidement, mais on peut directement définir également tous les mots que l'on souhaite échanger entre le variateur et l'automate. Il y a possibilité de le faire directement sur le variateur, mais également possibilité de paramétrer tous ces échanges sur le logiciel TIA Portal et donc de le faire directement via l'automate. Ça, ce ne sera pas quelque chose qu'on fera pour la démonstration. Voilà, ce qu'on fera, c'est le 5e chapitre, ce qu'on appelle le TCI. Donc, c'est l'ouverture du logiciel MCT10 au sein du TIA Portal.
Donc là, j'explique un petit peu voilà, comment on vient l'ouvrir. On le verra encore une fois tout à l'heure. Il y a un petit terme spécifique qui s'appelait démarrer le device tool, donc qui permet de démarrer ici le logiciel MCT10. Donc on vient l'ouvrir à partir du TIA Portal. Le logiciel qui s'ouvre, on voit ici les différents variateurs qui apparaissent, on vient les identifier. Encore une fois, tout ça, je vous montrerai en réel sur le logiciel. Voilà, donc ça, voilà, on vient parler là, on vient ici récupérer les programmes, modifier si besoin. On a donc accès directement au logiciel MCT10, de la même manière que si on ne l'ouvrait pas à travers TIA Portal, on a accès au logiciel, aux différents variateurs, on est en ligne via le Profinet, et donc on peut venir modifier des paramètres si besoin. Et une fois qu'on a tout modifié, on vient ensuite sauvegarder les paramètres dans le projet MCT10, qui lui-même est sauvegardé au sein du projet TIA Portal. Voilà, la lecture. Donc là, on verra que pour la lecture, elle peut prendre un petit peu de temps, le temps de venir rapatrier toutes les informations, ça peut prendre un peu de temps. Donc c'est pendant ce temps-là que moi, je vous présenterai les blocs de fonctions TIA Portal. Et une fois terminé, tout est bon. Voilà, et puis après, ce qu'on fait, c'est que je repars d'une configuration vierge d'un des variateurs pour montrer que grâce à la sauvegarde que l'on vient de faire, on peut récupérer les infos et donc reprogrammer le variateur de manière très simple. C'est plus le cas dans SAB quand on vient changer un variateur par un autre. Ça pareil, rapidement, on le fera en vrai en grandeur nature tout à l'heure. Et puis enfin, le dernier chapitre, et c'est pareil, on ne l'évoquera pas ici, c'est comment venir contrôler le variateur avec les fameux mots de contrôle pour venir piloter le variateur et également donner les consignes de vitesse. Ça ne fait pas partie de la démonstration, moi je m'arrête juste à l'intégration du MCT10 dans le TIA. Voilà, donc ça c'est le guide d'application tel qu'il est fait. Encore une fois, beaucoup de pages, mais beaucoup de photos, tout est décrit pas à pas, très simple à utiliser, très simple à mettre en œuvre. Et je vais maintenant passer sur le logiciel TIA Portal et MCT10 pour vous montrer comment ça s'articule tout ce bel ensemble. Voilà. Voilà, donc là, j'ai démarré le logiciel TIA Portal. Et en fait, je vais ni plus ni moins suivre le guide d'application que je viens de vous remettre. En partant de zéro, hein, donc je vais ici donc créer un projet. Voilà, donc bon, là c'est la création d'un projet, donc je le fais rapidement. Moi, je crée un projet que je sauvegarde. Hop, webinar du 25, voilà, et là, proc TIA Portal. Voilà, donc je fais un nouveau projet. Oui, alors avant toute chose, voilà, sur l'écran, vous devez voir le logiciel et en fait, en bas à gauche, vous avez un petit encadré qui vous montre les variateurs sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Donc en fait, on arrive à distinguer deux variateurs qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà, je vous les montre là. Donc là, vous avez un FC202 ici et là un FC302. D'accord? Et là derrière, qu'on voit apparaître en fond, voilà, juste ici, c'est l'automate. Donc la CPU avec le switch à côté, l'alimentation 24 et ainsi de suite. Donc voilà. Le but de l'exercice, c'est déjà de venir rendre fixe ces LED et puis après de venir ouvrir un MCT10 pour vous montrer comment on vient récupérer et insérer des différents paramètres dans les variateurs. Voilà, donc moi je pars encore une fois d'un projet, pardon, ça c'est déjà fait. Projet 2, ouais bon, peu importe. Je configure un appareil, donc j'insère ici moi un automate. Voilà, donc un 71200. Alors, la référence, c'est celle-ci, celle qu'on a. Hop, voilà, ajouter. Voilà, donc j'arrive ici sur ma page principale. Donc si je reprends mon guide d'application, les premières étapes, c'est de venir mettre une adresse IP au niveau de l'automate. Je vais le faire rapidement, en double-cliquant ici. Hop, voilà, donc je définis une adresse IP sur mon automate dans la partie projet.
Donc, je mets 192.168.0.10, par exemple. Ensuite, entrée. Une fois que j'ai fait ça, je viens surtout définir et voir ce qu'il y a sur mon réseau Profinet. Donc là, tous les câbles sont branchés, mon automate est branché, mes variateurs sont branchés. Et donc, j'ai possibilité de venir accéder en ligne et de voir tous les produits existants sur le réseau. Donc ici, j'ai ma carte Ethernet et je viens mettre à jour ce qu'on appelle les abonnés. Voilà, donc je viens mettre à jour les abonnés accessibles. Donc là, on vient vérifier, on vient rechercher ce qu'il y a de connecté sur la carte RJ45. Et en théorie, on devrait voir tous les produits susceptibles de communiquer en Profinet. Donc ici, il m'en trouve 3, qu'il appelle abonnés, 1, 2 et 3. On les retrouve ici à gauche. Donc là, le but du jeu, c'est de venir identifier qui est qui. Donc, sur les ports RJ45 ou sur des automates, vous avez au-dessus ou en dessous l'adresse MAC qui est notée et vous retrouvez la même chose sur les cartes MCA 120 de tous les variateurs. Donc là, je sais que mon automate, moi, c'est le E0DC. Voilà, donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que j'ai défini l'adresse IP dans le projet et je vais également lui mettre cette même adresse IP directement en ligne dans l'automate pour lui mettre en dur. Voilà, donc fonction affecter l'adresse IP. Donc là, 192, 168, 0 et j'ai dit 10 avec l'adresse de sous-réseau 255 3 fois. Et là, je viens affecter l'adresse IP. Donc là, je viens forcer en dur l'adresse IP dans l'automate. Pardon. Voilà. Et pour vérifier que c'est bien fait, on voit d'ailleurs que le nom ne change pas, parce que je n'ai pas changé le nom, mais j'ai ici l'adresse IP remplace l'adresse MAC qui était présente. Donc ensuite, moi, si je reprends un peu mon guide d'application, hein, parce que le but c'est de le suivre. Donc, je détecte les abonnés. Voilà, ici on retrouve l'exemple avec l'adresse MAC. Je donne l'adresse IP dans le projet, tac tac. Ensuite, dans la vue réseau, je viens insérer mes fichiers GSD. Donc, je reviens sur mon automate, je retourne dans ma vue réseau. Ça, j'en ai plus besoin. Vue du réseau, celle qui est ici en haut à gauche. Et là, je retrouve mon automate et je viens insérer les fameux fichiers GSD. Donc, je viens insérer mes deux variateurs. Donc là, je viens faire ma recherche par nom dans FOSS. Donc ça, bien évidemment, je ne vous ai pas fait tout ce qui était intégration des fichiers GSD puisque ça a été fait auparavant. Mais avant de pouvoir avoir en visible les fichiers ici du Danfoss, il faut venir insérer le fichier de description des appareils, donc on appelle le GSD. Donc ça, vous récupérez le GSD sur le site internet, celui que je vous ai montré lors de la présentation, et vous êtes après à même de venir récupérer tous les fichiers. Donc moi, ça a déjà été fait au préalable, donc je ne le refais pas ici. Et on voit ici qu'en Danfoss, j'ai plusieurs fichiers GSD qui correspondent à plusieurs produits VLT de chez nous. Donc on reconnaît le 281, et j'en ai également un ici pour le FC 100, 200, 300, il me semble que c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai un fichier commun pour la gamme FC 100, 200, 300. Donc j'ai deux variateurs, donc je le fais deux fois. Hop, on prend deux. Voilà, une fois qu'ils sont là présents, je les relie entre eux sur les petits carrés. Et là, je commence à construire mon réseau Profinet. Je retourne sur mon guide d'application. Donc là, j'ai relié les variateurs. Je renomme les variateurs, voilà, pour pouvoir les reconnaître. Donc, dans mon exemple, il y en a un que je vais appeler tout simplement FC202, pardon, j'en ai ici, et l'autre que je vais appeler FC302. Je retourne dans mon guide d'application. Les variateurs sont renommés. Je définis une adresse IP pour chaque variateur dans les projets. Et je regarde les étapes d'après et je viens configurer les PPO. Voilà. Tac. Donc, pour chacun de mes variateurs, je vais définir les adresses IP dans les projets. Donc, c'est pareil, je double-clique sur l'objet. Je viens ici double-cliquer sur la partie RJ45 et je retrouve ici les adresses IP. Donc, mon FC202, je vais lui donner une adresse 20, par exemple. Hop, et mon FC302, je vais faire la même chose. Je vais lui donner une adresse 30. Tac, voilà. Vue du réseau. Les adresses dans le projet sont définies. Ensuite, il faut que je vienne spécifier le type d'échange, ce qu'on appelle le PPO.
chose obligatoire, sinon on n'établit pas la communication entre l'automate et le variateur. Donc le PPO, c'est encore une fois ce qui définit le nombre de mots d'échange. Donc ça, on le retrouve ici sur la partie catalogue à droite. On voit ici les différents modules. Donc ça, c'est les différents PPO qui sont présents grâce au fichier GSD que je suis venu insérer. Donc là, on va partir sur, encore une fois, c'est pour une démo. Donc on prend le PPO type 3, hein, c'est le plus basique, qui permet un échange de 2 mots en écriture, 2 mots en lecture. Donc contrôle du variateur avec une consigne de vitesse. Et en lecture, on a l'état du variateur avec la vitesse actuelle. Voilà, je configure un PPO type 3. Très bien. Je fais ça pour le 202. Je fais la même chose pour le 302. PPO type 3. Hop, je déplace ici. Voilà, je retourne dans mon guide d'application. Donc PPO type 3, ça c'est fait. Et ensuite, ouvrir un des abonnés accessible autre que la CPU et je viens identifier qui est qui physiquement. Voilà, parce que là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai uniquement déclaré 2 fichiers GSD que j'ai renommés 202, 302, mais je ne sais pas qui est qui. Je ne sais pas qui est le 202, qui est le 302. Donc, pour savoir qui est qui, je viens ici ouvrir, encore une fois, mon onglet abonnés. C'est tous les abonnés présents sur le réseau. Je prends le premier, autre que la CPU, celui-ci. Je double-clique sur en ligne et diagnostic. Je vais dans fonction. Et là, j'ai affecté le nom d'appareil. Ça, je descends. Et ici, vous voyez, j'ai une petite LED, une petite case qui s'appelle clignotement Dell. Donc, si je clique dessus, on peut voir sur la partie du variateur ici, je vais y arriver, là, voilà, que les LED ici sont les LED qui clignotent orange. Donc là, celui que je viens questionner, c'est celui qui clignote orange. Cette petite case, elle est faite pour ça, elle est faite pour savoir qui est où. Très pratique lorsque vous avez des variateurs montés, par exemple, sur un convoyeur, qui sont à distance, ou même dans une armoire, tous les uns à côté des autres, pour savoir qui est qui. Voilà, il suffit de faire clignoter la LED du produit adéquat. Ou alors, autre solution, on va aller lire l'adresse MAC de chaque carte pour les identifier. Honnêtement, le plus simple, c'est de cliquer sur le bouton. Voilà. Donc là, je sais que c'est mon FC, donc c'est celui de droite, c'est mon FC 302. Donc là, ce que je vais faire, ok, toi tu t'appelles FC 302. C'est le nom que je lui ai donné tout à l'heure. Et là, je viens lui affecter un nom. C'est bientôt fini. Pas plus pour très longtemps. Je fais la même chose. Donc, pour voir si ça a bien été pris en compte, voilà, vous voyez ici, FC302, il a bien été pris en compte. Je fais la même chose pour le dernier. Je double-clique, abonné présent, hop, fonction. Affectation du nom de l'appareil. Bon, par définition, il ne reste qu'un, mais si je fais un clignotement de LED, on voit bien que c'est celui de gauche cette fois qui clignote. Donc, je suis sûr de viser le bon. Et là, celui-ci s'appelle FC202. Oui, c'est bien ça. Et là, je fais affecter le nom. Et je vérifie qu'ici, mon nom change bien. Voilà, donc je retrouve bien ici mon automate. Ok, je n'ai pas changé le nom, mais j'ai changé l'adresse IP. Et les deux autres variateurs où je n'ai juste changé le mnémonique, le nom. Mais je n'ai pas du tout encore affecté en direct l'adresse IP. J'ai uniquement affecté l'adresse IP dans le projet. Donc une fois que je chargerai l'automate, le variateur sera chargé et du nom et de l'adresse IP. Hop, on tourne juste sur ma partie ici. Voilà, on voit les petites LED. Tac, mon guide d'application. Lui affecter un nom, il fait 202. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Et on charge dans l'automate. Donc, je ferme ça. Et pour venir charger dans l'automate, je ferme également celui-ci. Et là, je reviens sur l'automate et je charge. Charger l'appareil. Voilà, donc d'abord, je lance la recherche, savoir qui est en ligne et est-ce que j'ai bien un automate de connecté. En effet, je vois bien quelqu'un qui s'appelle CPU Common. Et donc, je fais charger. Voilà, donc là, il me pose plein de questions. Enfin, il compile, et il écrase la configuration existante précédente s'il y en avait une. Il fait tout ce qu'il a à faire, je charge. Et là, ce qui doit se passer, c'est qu'au niveau de mes variateurs, une fois que la configuration est chargée, voilà, donc on voit ici les LED de mes variateurs qui sont fixes. Ici, ma LED verte qui est fixe. Et également ici, ma LED verte, mes LED vertes qui sont fixes. Alors, les différentes LED, il y a 3 LED par variateur. Une LED qui donne le statut du module de la MCA 120 et les 2 autres LED qui correspondent aux ports 1 et 2 des variateurs. Donc, en fait, moi, ma configuration, j'ai mon automate qui arrive sur le port de gauche et là, je repars pour arriver sur le dernier variateur. Donc, j'ai bien mes 3 LED ici qui sont utilisés, mes 2 ports RJ45 plus mon module qui est OK.
Et sur celui-ci, j'ai mon module qui est OK et uniquement la lettre de gauche qui est éclairée en vert. La dernière ne l'est pas puisqu'elle est libre. C'est celle qui est libre ici. Voilà. On retrouve d'ailleurs l'état des LED en façade ici. D'accord. On les retrouve ici parce qu'on peut très bien imaginer avoir un cache aveugle, donc aucune LED, et on retrouve quand même les informations sur la partie externe du variateur. Hop, on va mettre le variateur en automatique. Voilà, et là, je vais bien sûr redémarrer la partie, démarrer le module automate. On voit derrière ici que on voit la LED également de mon automate qui vient de passer en vert, hein, qui attendait juste que je redémarre au niveau MCT10. Et là, tout est vert, j'ai plus de défaut de communication. Là, ma communication Profinet est établie entre mes variateurs et mon automate. Donc, j'ai rien fait sur mon variateur physiquement. Je n'ai pas configuré d'adresse IP, j'ai pas donné de nom d'hôte, j'ai rien fait du tout. J'ai tout fait à partir du logiciel TIA Portal. OK? OK. Voilà, bon là c'est les chargements, patati patata, on arrive ici, tout est vert fixe. Donc là, les impressions écran, c'est exactement ce qu'on fait en ce moment, hein. C'est les mêmes produits, tout est identique. Voilà, donc si je continue un petit peu, ici je passe cette partie configuration des PCD, c'est pas ce qui nous intéresse. Moi je vais venir directement à la dernière partie qui est la partie MCT10. Donc là, je viens de configurer mes appareils, ils sont reconnus sur le réseau, tout est impeccable. Maintenant, ce que je veux faire, c'est venir faire des sauvegardes de mes paramètres variateurs. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce qu'on appelle encore une fois le TCI, le Tool Calling Interface, qui est encore une fois l'appel de notre logiciel de programmation MCT10 au sein du logiciel TIA Portal. Donc pour ça, c'est assez simple. Il suffit de se mettre sur un des produits d'Enphos, que ce soit un FC100, 200, 300, on a la même chose sur le 280. Hein, vous faites un clic droit et vous trouvez ici un onglet ou un choix qui s'appelle Démarrer Device Tool. Je démarre Device Tool et il me dit que voulez-vous faire? Ouvrir MCT10. Voilà, et je fais démarrer. Donc vous devez peut-être entendre les ventilateurs des variateurs qui se mettent en route de temps en temps. C'est totalement normal, hein. Pas de... Voilà, et là j'ouvre à partir du TIA Portal le logiciel MCT10. Donc on reconnaît l'interface de MCT10, hein, logiciel identique, MCT10, il n'y a pas de surprise. La seule petite différence, c'est qu'ici, on peut voir dans la partie projet qu'on a un répertoire qui s'appelle TIA Portal ou Stepset Drives avec un point d'interrogation sur deux variateurs. Ça, c'est que j'ai ouvert mon MCT10 à partir du logiciel TIA Portal dans lequel j'ai déclaré deux variateurs. Donc, en l'ouvrant, il me dit, voilà, dans le logiciel TIA Portal, voilà ce qui est déclaré. Est-ce que c'est bon? En gros, il me demande est-ce que ce que j'ai déclaré, c'est ce qui existe en vrai. Donc pour ça, je fais un clic droit sur mes variateurs ou un clic gauche et je viens dire, tu identifies maintenant tous mes variateurs qui sont sur le réseau. Voilà. Et là, j'ai mon MCT10 qui vient passer à travers le TIA Portal et donc tout ce qui est la connexion Profinet, enfin, qui utilise en tout cas le tuyau Ethernet. Il est venu me reconnaître en effet que j'avais bien deux variateurs de connectés sur mon projet. Le point d'interrogation est remplacé par les icônes variateurs. Donc là, je suis uniquement dans la partie projet. Et là, on est juste venu reconnaître qu'il y avait deux variateurs. On n'a pas la configuration des variateurs. On a juste les paramètres usine renseignés dans cette partie-là, dans la partie projet. Ensuite, si je veux faire des modifs en live, je vais sur la partie network, je viens scanner mon réseau, qui est configuré par défaut sur les adresses IP que j'ai déclarées dans TIA Portal, et je retrouve ici, sur la partie TCI Profinet, mes deux variateurs, auquel je peux venir faire des modifications en direct. Donc là, je suis connecté sur le variateur en direct. Hein, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer la langue pour montrer que ça fonctionne. On passe en français. Donc, on voit bien, hein, celui de gauche, il est passé en français. Je vais faire la même chose pour celui de droite. Le 302. La langue, c'est le paramètre 0. Je passe ici en français. Donc, celui de droite passe en français également. Je vais juste mettre un petit texte en façade pour qu'on puisse les identifier facilement. Donc FC202. Donc ça, c'est un nom qui apparaît directement dans un des champs du variateur qui s'appelle displayText. Il vient directement récupérer le nom que j'ai donné dans TIA Portal. Ce nom est directement écrit dans le displayText. Il n'y a pas besoin de le faire. Moi, ce que je veux faire, c'est le faire apparaître sur l'écran à la place des zéros. Donc ici, je vais faire apparaître mon display texte 1. Tac. Et là, j'ai directement voilà, mon FC202 où j'ai le texte qui apparaît. Et je vais faire la même chose sur mon 302.
FC302, hop, mon display texte, à la place de la référence en pourcent, je fais ici apparaître, pardon, mon display texte 1. Je fais OK. Et donc là, je retrouve bien mes deux variateurs avec les noms que je viens de donner, donc FC202 pour l'un et FC302 pour le deuxième. Donc là, j'ai fait mon changement directement via MCT10. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on a fait la programmation. Là, ce qu'il faut imaginer, c'est faire la programmation des variateurs. Vous programmez les variateurs qui correspondent à l'application et au moteur sur lequel vous êtes connecté. Et une fois que vous avez terminé la programmation des différents variateurs, donc soit directement via la Pocket, soit avec le MCT10 par TIA Portal, soit voilà, enfin, différentes méthodes. Et une fois que vous avez fait ça, on veut venir enregistrer au sein du logiciel TIA Portal. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est comme ce qu'on fait toujours sur MCT10, on vient ici se mettre sur le TIA Portal, on fait un clic droit et on fait un read from drive. Lecture à partir des variateurs. Et là, je lance ma lecture. Donc là, il va venir chercher aux adresses 20 et 30 les variateurs. Cette partie-là peut prendre un certain temps en fonction du nombre de variateurs. Dans ce cas-là, ça prend tout de même plusieurs minutes. Donc moi, ce que je vous propose en attendant que ça vienne récupérer les paramètres, c'est que je vous parle des blocs de fonctions. Et puis une fois que ce sera fini, on reviendra sur cette partie-là. Donc les blocs de fonctions. Tac. Voilà. Il faut savoir que alors attendez, mon affichage, voilà, je vais me mettre en mode plein écran. Et puis je vais rester comme ça. Bon. Je vais redevenir visible. Ce sera plus simple. Voilà. Donc là, en fait, on a ici un guide d'application, alors qui a été fait d'usine. Il est en anglais, mais il est également très bien fait puisqu'on se base sur des exemples. C'est pareil, il y a un automate qui a été pris en exemple ici et puis des impressions écran qui ont été faites pour savoir comment insérer un bloc de fonction au sein du logiciel TIA Portal. Donc on a ici tout un guide d'application qui vous permet d'expliquer, ici dans ce cas-là, les blocs de fonction Siemens, donc compatibles TIA Portal et Step 7. On a la même chose pour des blocs de fonctions avec les communications Ethernet, donc plutôt des automates Rockwell. On a du Modbus TCP avec du Schneider Electric et donc le logiciel Unity Pro. PowerLink en BR avec des automates BR et puis l'Ether4 pour tout ce qui est communication avec des automates Beckhoff. Voilà. Donc on a toutes ces librairies qui sont disponibles sur le site internet au même titre que les fichiers GSD que vous pouvez venir télécharger. Voilà. Donc là, je vous présente rapidement les librairies. Le but, c'est pas non plus de les mettre en place dans l'automate, c'est juste de vous montrer ce qu'on a accessible. Et ça, combiné avec l'intégration du MCT10 au sein du logiciel TIA Portal, les deux combinés, vous êtes capable de piloter n'importe quel variateur de manière hyper simple au sein de n'importe quel logiciel de programmation automate. Voilà. Tout est fait pour simplifier l'intégration des produits VLT au sein des différentes marques et gammes automates disponibles sur le marché. Donc ici, on est sur du Siemens, mais encore une fois, on a la même chose sur d'autres types d'automates. Voilà, donc rapidement, je défile rapidement, bon, c'est tout en anglais, mais il faut savoir que dans la librairie du Siemens, il y a 5 blocs de fonctions disponibles en librairie TIA Portal. D'accord. Donc, les 7 blocs sont, voilà, ils sont rapidement décrits ici. Donc, bon, je vais passer. Le premier qui est un bloc basique. Donc, vous pouvez insérer un bloc de fonction qui s'appelle le FC basique ici, qui permet, comme son nom l'indique, basiquement de venir piloter le variateur. Donc, c'est un bloc très simple où vous retrouvez en fait ici donc toutes vos entrées, donc des entrées booléennes, des adresses, voilà, pour venir définir quel variateur vous souhaitez aller attaquer avec l'adresse IP ou un pointeur pour venir définir celui que vous souhaitez. Et puis différents ordres de marche, donc c'est des contacts secs où vous avez un ordre de marche arrière, je ne sais plus ce que c'est, j'arrive plus à lire, et puis la consigne de vitesse. Ah, parfait, merci. Donc voilà, le reset, en effet, il y a un bouton reset. Donc là, si vraiment vous souhaitez faire juste un contrôle basique du variateur, ordre de marche, ordre d'arrêt, bouton d'acquittement, donner une consigne de vitesse, ce bloc-là suffit largement. Et en retour, vous avez tout ce qui est voilà, les états de sortie du bloc. Donc le variateur est prêt ou pas, il a un avertissement, en défaut, il tourne, tout va bien, il est sur référence. La vitesse est celle-ci. Et vous avez même le courant moteur qui est directement disponible à partir de ce bloc. Et puis là, des informations supplémentaires sur les erreurs si une erreur apparaît. Voilà. Donc c'est un bloc basique, comme son nom l'indique, mais au moins il permet de démarrer et de piloter un variateur de manière simple, rapide et sûre. Donc ici, voilà, à chaque fois, vous avez la description de tous les paramètres avec le type booléen, voilà, c'est du booléen, de l'entier, et ainsi de suite. Ça, après, c'est des blocs de fonctions de manière standard, c'est tout pareil. Donc ça, c'est le basique.
On retrouve ici un petit diagramme voilà, qui vous explique un peu à quoi servent les différentes valeurs que vous avez en retour, en sortie du bloc. Le deuxième bloc, c'est celui qu'on appelle le FC Param Access. Donc ça, c'est un bloc qui est également très utile, qui vous permet d'accéder à n'importe quel paramètre du variateur. D'accord? C'est ce qu'on appelle un bloc qui utilise le canal acyclique. Donc en fait, vous demandez quel paramètre vous souhaitez lire ou écrire. Et dans ce cas-là, vous venez lire ou écrire le paramètre en conséquence. Ça a un réel intérêt si vous n'avez pas besoin d'avoir des informations en permanence entre variateur et automate. Ça peut avoir un intérêt, par exemple, pour programmer les paramètres moteurs du variateur. Vous venez écrire ici vos paramètres moteurs, donc la puissance, le courant, la vitesse. Vous envoyez ça une fois au démarrage et après, vous n'y touchez plus. Et là, vous allez paramétrer directement le variateur avec les bons paramètres via un bloc de fonction. Il n'y a même plus besoin d'accéder ou de faire quoi que ce soit avec le logiciel, la pocket du variateur. Vous pouvez tout faire à partir du logiciel. Donc, ce bloc vous permet d'accéder en lecture ou en écriture à n'importe quel paramètre du variateur. D'accord. Un bloc de diagnostic, donc ça disponible sur les Profinet et Profibus. C'est pas tous les blocs que je vous décris là, les deux précédents, ils sont également disponibles sur les autres librairies des autres marques d'automates. On retrouve les mêmes choses. Le diagnostic, lui, il est uniquement disponible sur du Profinet. Voilà, c'est un diagnostic en cas d'erreur de communication. Vous avez ici des avertissements avec des mots d'alarme qui vous permettent un peu de vous aiguiller dans la recherche de problèmes de communication. Et puis voilà, le FC flexible, quatrième bloc et avant-dernier. Le flexible, lui, vous permet d'accéder directement en lecture et en écriture aux différents PCD, ce qu'on appelle les PCD. Donc les PCD, c'est des échanges cycliques entre variateurs et automates. Donc on en a plus ou moins. Et la longueur de ces PCD, le nombre de ces PCD définit le PPO. Le PPO, c'est ce qu'on a défini dans le logiciel tout à l'heure en disant qu'on avait un PPO 3. En tout cas, voilà, là, vous êtes capable de venir accéder en lecture, en écriture aux paramètres que vous avez programmés dans le variateur pour avoir des échanges cycliques. Encore une fois, je passe rapidement. Le but, c'est pas de rentrer dans le détail de ce type de bloc de fonction. Voilà, avec ici des structures. Quand vous insérez la librairie, il y a également des variables, des structures qui viennent s'ajouter automatiquement au type de variable existante de l'automate. PCD read, PCD write, bon, bref, on y passe rapidement. Et puis le dernier bloc, c'est ce qu'on appelle le flexible control, où vous avez non seulement les PCD, mais également la possibilité d'avoir le mode contrôle du variateur et donc de pouvoir le piloter. Donc, si vous ne souhaitez pas piloter basiquement, ne pas utiliser le FC basique, le premier, vous pouvez utiliser celui-ci et là, vous avez le pilotage avec en plus les accès au PCD, donc aux échanges cycliques entre automate et variateur. Voilà. Voilà. Puis à chaque fois, pour chaque bloc de fonction, on vient vous définir les types de variables à utiliser avec un descriptif assez bien fourni. Voilà, ça c'est la première partie du guide. Et après, la deuxième partie, comment utiliser ces blocs de fonctions au sein du TIA Portal. Donc on retrouve exactement les mêmes explications que ce que je vous ai fait. Sauf qu'ici, on parle des librairies et non plus des GSD. Et voilà, ici, vous avez des impressions. Donc même si c'est en anglais, c'est assez facile à comprendre. Il suffit, on regarde les dessins et puis on y arrive assez bien. Voilà, je passe rapidement. Voilà, puis avec des exemples ici de mise en œuvre et d'impression écran de choses réelles sur le terrain. Voilà, c'était pour la petite parenthèse et l'explication des blocs de fonctions. Je vais voir combien de temps il nous reste. Si vous avez des petites questions, on peut peut-être en profiter. Voilà, je vais disparaître à nouveau. Je vais juste regarder le temps qu'on a. Ah bah non, écoutez, c'est terminé. Voilà, le temps de mon explication. Ce que je vais faire, c'est que je termine juste ma présentation et après on pourra ouvrir les micros pour des questions. Voilà, donc là j'ai récupéré. Et donc là ici, j'ai mis dans ma partie programme, pardon, ce que je venais de changer. Donc là, si je retourne dans ma partie programme, je retourne mes fameux paramètres, paramétrés en français avec ici le texte display texture. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je ferme. Est-ce que vous voulez sauvegarder? Oui, bien faire oui. Et le fait de faire oui, il ne me demande pas un endroit où il faut venir y sauvegarder. Il vient directement y mettre au sein du projet TIA Portal. Donc là, c'est encapsulé, c'est enregistré dans le répertoire où le projet TIA Portal a été créé. Voilà, donc là, je suis venu sauvegarder mes paramètres. À quoi ça sert? Application pratique, j'ai un de mes variateurs qui a un souci. Ça arrive de temps à autre, malheureusement. Donc, ce que je vais faire pour mettre ça en évidence, c'est que je vais prendre un des variateurs que je vais réinitialiser totalement. D'accord? Donc là, je vais prendre mon
peu importe, FC302, hein, je lui fais une réinitialisation totale. Donc je coupe le jus. Hein, alors, pardon, oui, je suis un peu devant la caméra. Je m'excuse, je suis pas. Je fais juste un reset 3 doigts, j'appuie sur trois boutons. On voit pas très bien, mais croyez-moi, j'appuie sur 3 boutons. Voilà, j'ai réinitialisé le variateur. Donc j'ai fait un reset 3 doigts. Donc j'ai mis hors tension et j'ai appuyé sur statut main menu OK, tout en remettant sous tension. Et là, je réinitialise mon variateur. Donc à partir du moment où il est réinitialisé, pardon, voilà, j'ai mes LED qui clignotent et qui ne sont plus fixes. J'ai un assistant au démarrage qui apparaît, donc celui-ci, on n'en a pas besoin. Je peux juste le skipper. Voilà, press OK to exit. Je reviens ici sur mon écran principal. Et là, on me dit bien que mon variateur est initialisé avec l'alarme A80. C'est pour ça qu'il en alarme, il clignote, il me prévient qu'il est bien initialisé. J'acquitte l'alarme, hop, voilà. Donc là, je repasse en config usine. Donc comment faire maintenant? Très simple pour recharger un nouveau variateur. Je récupère mon projet TIA Portal, je retourne dans ma partie mettre à jour les abonnés accessibles, puisque là maintenant j'ai perdu un de mes variateurs. Donc en mettant à jour, je devrais venir retrouver mon automate qui a la bonne adresse, mon FC202 qui a la bonne adresse, et un nouveau abonné qui remplace donc le FC300 que j'avais au préalable. Donc là, très facile pour le rendre à nouveau visible sur le réseau. Je viens juste lui mettre en direct et en ligne le nom que je souhaite lui donner. Uniquement ça. Donc je double-clique sur en ligne et j'affecte le nom de l'appareil. Et bien évidemment, je lui mets le même nom que ce que j'avais prévu dans le projet à l'origine, à savoir le FC302. FC302, j'affecte le nom. Tac. Et à partir du moment où je lui affecte le nom, on voit aussi au niveau automate que je suis bien en rouge, hein, j'ai un défaut, côté automate, je clignote en rouge. Donc là, je lui donne un nouveau nom. Et à partir du moment où le nom est reconnu par l'automate, puisque mon projet est chargé, il a reconnu le nom, il a directement réaffecté l'adresse IP et je suis à nouveau impeccable. Ici, tout est vert. Mon automate, ici, tout est vert. Mon variateur est directement reconnu sur le réseau. Voilà, rien besoin de faire. Redonner un nom et c'est fini. Donc ça, je l'ai reconnu sur le réseau. Deuxième étape, venir lui recharger les paramètres. Donc une fois qu'il est reconnu sur mon réseau, je retourne dans un de mes variateurs. FC202 ou FC302, encore une fois, peu importe. Hein, faites un clic droit, vous avez le device tool, peu importe le produit que vous prenez. Clic droit, voix MCT10, oui, démarrer. Jour MCT10. Ma sauvegarde MCT10 qui a été faite tout à l'heure avec mes deux variateurs présents. Donc ça, c'est la sauvegarde qui a été faite. Donc je retrouve ici mes paramètres avec mon langage français et ici mon texte, pardon, display texte 1. Et donc là, il y a juste à faire comme ce qu'on fait pour recharger un nouveau programme. C'est donc le FC302 que je vais prendre. FC302, clic droit. Write to drive, écrire dans le variateur. Donc là, j'écris. Donc là aussi, ça peut prendre un certain temps. C'est plus rapide que la fois précédente puisque je n'ai qu'un seul variateur. Mais ça peut prendre 1 ou 2 minutes. Voilà. Donc là, on va attendre que tout soit terminé d'écrire. Donc ça, ce genre de manipulation veut dire que, encore une fois, si vous avez accès à distance à l'automate, pour du contrôle à distance ou de la maintenance à distance ou du SAV à distance, c'est juste impeccable. Vous avez juste à vous connecter sur l'automate, à faire ce que je viens de faire, donc juste redéclarer le nouveau nom, le variateur est reconnu sur le réseau, ouvrir un MCT10 et venir recharger la configuration. Et à partir de là, une fois que la conf est à nouveau chargée dans le variateur, vous êtes prêt au niveau opérationnel pour l'utilisateur final à faire fonctionner la machine. Donc c'est pour ça qu'en termes de SAV, il y a un énorme intérêt à avoir le MCT10 encapsulé dans TIA Portal. Voilà. Pour du SAV, et encore une fois, l'autre argument, c'était pour de la série, de la machine en série. Pour un constructeur, c'est très, très, très intéressant. Vous n'avez qu'à prendre le projet directement TIA Portal que vous rechargez dans l'automate et vous avez même directement la config des variateurs qui est directement incluse. Voilà, donc là, on va attendre que ça termine d'écrire. Et on devrait voir, normalement, voilà, au bout d'un moment, on arrive à voir sur le variateur. On a bien le nom qui apparaît, FC302, et puis je suis passé en français. Donc là, j'ai rechargé un variateur sorti de la boîte du carton qui a été échangé pour faire un échange standard produit et que j'ai rechargé avec le logiciel donc MCT10, encore une fois, au travers le logiciel TIA Portal. Voilà.
si je reviens juste sur mon petit guide d'application voilà, qui est ici, pardon. C'est exactement ce que je viens de faire, qui est expliqué. Hein. Voilà, clic droit, le logiciel s'ouvre. On vient identifier les variateurs sur le réseau. On sauvegarde. On paramètre ces variateurs si besoin. On peut leur faire au préalable ou le faire maintenant, ça peu importe. Ce qu'il faut, c'est bien penser à venir écrire et récupérer la configuration au sein du MCT10 et de venir fermer MCT10 en pensant bien à venir sauvegarder ici Yes quand on ferme le MCT10. Voilà. Et puis là, la récupération des sauvegardes d'un variateur, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Voilà. Et puis là, encore une fois, le dernier chapitre qui correspond au mode de contrôle du variateur. Donc là, on sort un peu du contexte MCT10 TIA Portal, mais bon, là, on explique comment venir affecter la valeur du mode de contrôle pour piloter le variateur. Donc ça a plus un intérêt avec les blocs de fonctions. Voilà, bah écoutez, pour moi, je crois que c'est à peu près bon dans ma présentation. Au niveau timing, 15h25, on est bien. Il nous reste 5 minutes. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, il y en a déjà quelques-unes à l'écrit. La première concernait les FC 280. Où trouve-t-on l'adresse MAC sur les 280? Alors, je ne sais plus par cœur. C'est une excellente question. Je pense que ça doit... Ouais, peut-être dans des paramètres. C'est vrai que visuellement... C'est une bonne question. Je pense que c'est dans les paramètres, parce que je ne les ai pas en effet visuellement sur le produit. On n'a pas les deep switch. Ouais. Alors là, après, j'ai un 280 qui a quelques années, il faudra voir sur les derniers. Mais sur les derniers 280, est-ce que l'adresse MAC apparaît sous au niveau des RJ45? Je ne sais pas vous dire. Je n'ai pas un 280 sous les yeux. Mais en théorie, c'est quand même une adresse qu'on devra retrouver visuellement assez rapidement. Voilà, je me renseigne et je vous répondrai sur cette question. C'est bien noté. Si je comprends bien, le simple fait de redémarrer la CPU fixe l'adresse IP dans les variateurs. Il n'est plus nécessaire de redémarrer les variateurs, je suppose, pour fixer l'adresse. Non, en fait, ouais, là, dans la présentation qui a été faite, le but, c'était de figer les adresses IP directement dans la partie projet. Donc, c'est pour ça que, en effet, dans la partie projet, pour chaque variateur, j'ai figé les adresses IP. Mais après, que j'accroche après à un nom, hein, parce que j'ai renommé les variateurs, et c'est également les noms que j'ai donnés ici. Là, on voit FC202, donc je donne un nom ici, qui lui est accroché à une adresse IP. Hein, le FC202, bah, c'est l'adresse IP que j'ai définie au début du projet. Mais après, en effet, moi, je n'ai plus d'adresse IP à venir forcer dans le variateur. J'ai juste à lui dire, bah, toi, ton nom, c'est FC202 ou FC302 ou FC, peu importe, le nom que je donne directement là dans la partie en ligne et diagnostic. Donc, je définis dans le projet l'adresse IP, le nom, et après, en ligne, je viens forcer le variateur avec le nom qui correspond, et l'adresse IP est automatiquement chargée à partir du moment où je transfère dans l'automate. Donc, dans le cas d'un remplacement d'un variateur de référence identique, donc c'est ce que tu montrais tout à l'heure, mais avec une version de firmware différente, peut-on modifier la version de firmware de MCT10 sans devoir recréer un nouveau variateur? Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je pense que c'est-à-dire que c'est un variateur qui a une version une ancienne qui est remplacée par un nouveau avec un nouveau software. J'imagine que c'est ça. Donc là, dans ce cas-là, oui, il n'y a pas de souci de compatibilité. Ici, à aucun moment on parle de version de soft. Le variateur a 3 ans, il a été créé comme ça, vous le changez. À partir du moment où il est reconnu en ligne et qu'on a accès à l'abonné, il suffit de lui redonner le nom. Et là, le changement se fait sans aucun problème. Donc on est indépendant de la version de soft. Faites attention à ne pas aller dans l'autre sens, de ne pas mettre un variateur qui a un soft plus ancien. Là, par contre, on pourrait se retrouver sur des problèmes, ne serait-ce que d'ouverture de MCT10 et de TCI. On ne pourra peut-être pas le faire. Existe-t-il une intégration d'MCT10 dans la partie WinCC de TIA? Alors, c'est une bonne question, ça aussi. Aujourd'hui, on est uniquement arrêté à Step 7, puisque le WinCC, c'est plus du visuel, c'est l'aspect visuel, c'est de l'IHM. Aujourd'hui, l'IHM, il est accroché à la CPU généralement, donc la CPU qui, elle, après, est programmée en TIA Portal. Donc, on n'a que du TIA Portal.
Il n'y a pas de plan qui fasse que le WinCCS vienne intégrer le MCT10 à ce jour. Mais bon, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, non, c'est uniquement le TIA ou le Step 7. Ok. Comment savoir quel type de PPO il faut choisir? Peut-on choisir n'importe lequel ou est-ce défini par le variateur? On peut choisir celui qu'on veut. Comme ce que je vous montrais tout à l'heure, quand vous êtes dans la partie ici, là, vous avez le choix du PPO 5 au PPO 8 en standard. Et après, on peut même rajouter des options de Profi Safe, hein, donc de safety au sein du bus Profinet. Mais en tout cas, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai pris le 3 pour ma démonstration. Je peux très bien venir supprimer le 3 et venir mettre autre chose. Ce qui va définir le type de PPO à prendre, c'est le nombre de mots que l'on souhaite échanger. Et donc, le nombre d'informations que l'on souhaite faire transiter entre l'automate et le variateur. Si vous souhaitez une remontée de courant, une remontée de puissance, une remontée de kilowattheure, une remontée de compteur horaire, plus il y a d'informations à faire transiter, plus il faudra partir sur un PPO avec un nombre de mots plus important. Voilà, mais ça, c'est à vous, c'est à l'utilisateur, au programmeur de choisir n'importe lequel, celui qui va bien. Voilà. Et donc, il peut. Ouais, pardon. Pardon, Non, c'est bon. donc MCT10 est déjà intégrable à Step 7, pardon, et donc compatible PCS7. C'est une question? Oui. Alors, je vous avoue que Step 7, on fait des tests nous via TIA Portal. Step 7, c'est compatible Step 7. Après le PCS, je ne sais pas vous dire. Honnêtement, je ne maîtrise pas suffisamment les outils Siemens pour savoir si on est compatible avec cette partie-là. Je ne connais pas trop après. On va noter la question et je pourrai revenir vers vous pour ces parties PCS, sans problème. L'enregistrement de la présentation, évidemment, sera disponible, il n'y a pas de souci, on vous fera passer ça. Si on utilise un réseau interautomate et un réseau spécifique VAR, est-ce qu'on peut atteindre les variateurs avec un PC avec TIA sur le réseau interautomate? Je dirais que oui, puisque la partie interautomate, c'est, on va dire, une partie soft qui gère la communication entre deux automates ou de la redondance. Aujourd'hui, la partie MCT10 vient s'encapsuler dans le TIA qui, lui, est intégré dans un des automates. Donc, pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité entre l'interautomate et le MCT10 via TIA Portal. Merci. Du coup, où se situent dans le projet TIA Portal les fichiers enregistrés par MCT10? Ah, c'est une bonne question. Alors dans TIA, on ne les voit pas directement, mais par contre, ça doit être dans l'architecture, en effet, là où est enregistré le fichier de programmation. Je ne sais pas où c'est exactement, j'ai jamais trop recherché, mais il doit y avoir des choses par là. J'avoue que je ne sais pas où c'est exactement. Parce que sinon, il est temporaire, je ne sais pas. Il faut rechercher, ça aussi, on pourra vous apporter la réponse, mais je ne sais pas où ça se situe. TCI, voilà. TCI, configure VLT, voilà, on le trouve ici. Donc dans la partie Additional Files, TCI, dans Force Drive AS, configure VLT. Et là, on retrouve le projet. Donc c'est un point SSP, c'est le projet en effet MCT10. Et du coup, une question par rapport aux blocs de programmation. Si on les utilise pour paramétrer le variateur, on n'a plus forcément besoin de CT10. Alors, il y a deux choses distinctes. Il y a les blocs de fonctions qui vous permettent de faire des échanges et de définir les types de variables que vous souhaitez venir programmer et échanger. Donc ça, c'est plus la partie échange automate variateur. Hein. Vous mettez un bloc de fonction pour dire, voilà, moi, je veux que tu me remontes le courant, je veux que tu me remontes ci, patati, patata. MCT10, c'est une sauvegarde du projet. Donc, c'est deux choses distinctes. Il est sûr que si vous utilisez les blocs de fonction à partir de 0, que vous permettez la configuration totale du variateur à partir des blocs de fonction, la sauvegarde d'MCT10 n'est peut-être pas en effet nécessaire. Ça, c'est un fait. Maintenant, la sauvegarde de MCT10 aura toujours quand même un effet bénéfique, c'est qu'elle vous permettra d'avoir une sauvegarde et surtout de faire des échanges après pour du SAV ou échanger avec des gens de chez Danfoss ou d'autres personnes voilà, pour faire du diagnostic ou de la maintenance derrière ou en effet le type d'échange qu'il peut y avoir entre un utilisateur du variateur et puis après un partenaire ou Danfoss. Mais il est vrai qu'on peut tout faire via les blocs de fonction et ne pas avoir MCT10 à utiliser. Oui, c'est tout à fait possible.
Par cette méthode, a-t-on vraiment accès à tous les jeux de paramètres comme le contrôleur logique, les paramètres boucle fermée et les infos PNSN? Tout, tout ce que vous avez sous MCT10 en normal, vous retrouvez la même chose. Mais encore une fois, la seule différence, c'est que c'est encapsulé dans TIA Portal. Mais là, vous retrouvez vraiment MCT10 complet, avec en effet tous les jeux de paramètres. Donc en effet, l'un des intérêts aussi de faire des sauvegardes MCT10, c'est qu'on retrouve tous les paramètres, dont les fameux paramètres d'identification des variateurs, qui peuvent être nécessaires en cas de SAV pour qu'on puisse avoir les numéros de série, les numéros produits, et ainsi de suite. Mais oui, on retrouve strictement tout. Ça ne change rien à l'utilisation du MCT10. Encore une fois, c'est juste l'ouverture qui se fait au travers du logiciel TIA Portal. Mais sur l'utilisation du logiciel en lui-même, on retrouve la même chose. Tout comme on peut faire des oscilloscopes, tout comme on peut faire en effet du contrôleur logique avec les menus 13 qui sont toujours présents. Il n'y a rien qui change. Tout est identique. Voilà, on peut même après aller faire le CBM, hein, parce que maintenant on a des possibilités d'avoir du CBM au sein du variateur, donc on peut récupérer les infos CBM, démarrer le CBM, faire des apprentissages CBM et tout ce qui va bien. Donc aucune limitation dans le MCT10 au sein du TIA Portal. Je n'ai pas très bien compris comment le TCI se crée entre MCT10 et TIA. Faut-il installer un driver? Alors non, c'est vrai que je suis passé un peu rapidement dessus. Aujourd'hui, les seules conditions, c'est d'avoir MCT10 d'installer sur son PC et TIA Portal d'installer sur son PC. C'est tout. Après, l'imbrication de l'un avec l'autre se fait par une gestion de fichiers temporaires. Voilà, il y a tout un management de fichiers qui est fait au sein du TIA Portal, mais c'est totalement transparent. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas de driver, il n'y a pas de passerelle, il n'y a strictement rien. Il faut juste avoir le bon fichier GSD également, puisque c'est le GSD aussi qui vous permet de venir ouvrir le device tool. Il y a une partie qui est implémentée et imbriquée dans le GSD, mais à partir de là, il n'y a rien d'autre à faire. Donc aujourd'hui, vous allez sur le site, vous téléchargez MCT10, vous prenez le bon GSD, c'est fini. Rien de plus. Très simple. Pour le paramétrage intégré à TIA Portal, il faut obligatoirement avoir les variateurs sur le réseau. Je ne peux pas préparer du bureau, les réglages et les transférer plus tard. Si, c'est une possibilité. En fait, sous MCT10, il y a directement des possibilités de créer, encore une fois, de faire des nouveaux, de créer des nouveaux jeux de paramètres. Pardon, vous les faites ici, hein, New Variator Drive. Vous créez votre paramètre, vous pouvez donc anticiper et préparer vos projets offline. Ça, c'est tout à fait possible. Et après, quand vous les avez faits, vous les transférez dans la partie en ligne. Et puis, vous pouvez après, encore une fois, venir les récupérer dans la partie TIA Portal. Donc, il y a peut-être en effet un petit jeu de création de projet, venir les écrire en ligne et ensuite revenir sauvegarder pour se mettre dans le bon répertoire TIA Portal. Mais c'est tout à fait possible. On peut créer ces projets offline, les préparer et venir après travailler comme ce qu'on vient de faire pendant la présentation. Si, il n'y a aucun souci. Et, existe-t-il une documentation concernant la mise en place de la configuration MRP sur les 202 ou équivalent? Alors, on n'a pas de documentation puisqu'en fait, il n'y a rien à faire sur le MRP. Donc, le MRP, c'est la configuration anneau. Hein, c'est pour avoir une config anneau. Les dernières cartes Profinet, parce que c'est du hard là, sont compatibles MRP. Donc, il y a aucune modification à faire. À partir du moment où on est intégré sur un réseau anneau MRP, il y a donc un manager en tête qui vient vérifier qu'il a tous ses clients. Et dans ce cas-là, il voit ma carte et tout se passe comme si de rien n'était. Mais il n'y a pas de paramétrage spécifique à venir activer dans la carte Profinet du VLT. Tout est inclus. Vous achetez une carte Profinet, vous avez tout. Le MRP, le MCT10, vous avez tout. Ok. Et dans le cas de deux plans d'adresse IP différents, un pour la CPU et l'autre pour Frontline Profinet IO, je suppose pour les VAR, est-ce la CPU qui fait le routage entre les deux réseaux? Alors là, honnêtement, je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas assez calé en réseau informatique ni en réseau IT avec les routages CPU et autres produits utilisés en Siemens. Je ne sais pas vous dire, honnêtement. On va noter la question et faire un retour, mais moi, je ne sais pas vous répondre. Ok. On...
merci beaucoup, Julien. On a dépassé un petit peu le temps qu'on avait prévu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on sera disponible aussi pour vous répondre par mail, ou n'hésitez pas à nous appeler aussi. Ce sera avec plaisir, bien sûr. Donc voilà, on va vous faire passer les exemples d'applications. Et l'enregistrement sera disponible dans les jours à venir, vraisemblablement. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Ce sera avec un plaisir qu'on vous répondra ou qu'on investiguera pour vous répondre. Ce sera avec plaisir. Voilà, encore merci Julien pour cette présentation. De rien. Bonne fin de journée à vous et au plaisir pour de nouveaux webinaires de ce type-là. Merci beaucoup. Au revoir à toutes et tous.